Imaginez un monde où des centaines de millions de personnes sortent de l'extrême pauvreté en l'espace d'une seule génération. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'histoire économique de ces 30 dernières années. Alors la grande question, c'est comment est-ce que c'est arrivé? Dans ce décryptage, on va voir comment le commerce mondial a été le vrai moteur de cette transformation qui est absolument sans précédent. Voilà la question qui fâche un peu, qui divise. D'un côté, certains disent que la mondialisation a surtout creusé les inégalités. De l'autre, on l'a présenté comme le remède miracle à la pauvreté. Bon, plutôt que de rester dans les opinions, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, on va laisser parler les chiffres. Ça va nous aider à y voir plus clair. Et on plonge directement dans les données avec ce premier chiffre qui est assez spectaculaire. Entre 1995 et 2023, le revenu par habitant dans les pays à revenus faibles et intermédiaires a quasiment triplé. Oui, une hausse de 191%. C'est une croissance juste phénoménale qui a changé la vie de millions de personnes, en leur donnant accès à une meilleure éducation, à de meilleurs soins, bref, une meilleure qualité de vie. Et voici la conséquence la plus directe et la plus concrète de cette croissance. Dans ces mêmes pays, le taux d'extrême pauvreté s'est littéralement effondré. On est passé de plus de 40% en 1995 à environ 10% aujourd'hui. C'est énorme. La réponse à notre question de départ, elle commence à se dessiner avec une clarté assez saisissante, non? Alors, pour bien comprendre toute cette histoire, voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. D'abord, un petit bilan global. Ensuite, on va décortiquer la fameuse recette du succès des dragons et des tigres asiatiques. Puis, on verra comment l'arrivée des deux géants, la Chine et l'Inde, a tout changé. On fera un zoom sur le cas indien. Et enfin, on terminera sur les défis qui nous attendent. Allez, c'est parti pour la première partie. On va dresser un bilan du commerce mondial. Pour bien saisir l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est super important de revenir sur les grandes étapes qui ont vraiment remodelé l'économie et qui ont préparé le terrain pour l'ascension fulgurante de l'Asie. Cette chronologie, elle montre bien les vagues successives qui ont déferlé sur l'économie mondiale. Tout commence dans les années 60-70 avec ce qu'on a appelé le miracle japonais, basé sur l'industrie, la technologie. Ensuite, dans les années 80, ce sont les dragons asiatiques qui décollent en suivant ce modèle. Les années 90, elles, voient arriver les tigres et surtout les géants, la Chine et l'Inde. Et résultat, aujourd'hui, l'Asie est devenue un moteur incontournable qui pèse pour près de 30% du PIB mondial. Passons maintenant à notre deuxième section pour analyser un peu la recette de ce succès. Comment ces pays ont-ils réussi un tel décollage? Eh bien, la clé, elle réside dans un modèle de croissance bien particulier qui était entièrement tourné vers l'exportation. Les dragons, ce sont vraiment les pionniers des années 80. Leur stratégie était simple mais redoutablement efficace. En gros, devenir les usines du monde. Ils ont attiré les capitaux étrangers pour monter des industries capables de produire en masse des biens de consommation, de l'électronique au textile, qui étaient ensuite vendus sur les marchés occidentaux. On voit bien ici que chaque dragon avait sa spécialité et c'est ça qui a fait leur force. La Corée du Sud, par exemple, s'est lancée à fond dans l'industrie lourde et l'automobile. Taïwan est devenu un champion de l'électronique. Et pendant ce temps, Hong Kong et Singapour, grâce à leur position et à une fiscalité super attractive, se sont imposés comme des carrefours incontournables de la finance et du commerce mondial. Après les dragons, une deuxième vague d'économie a suivi. On les a appelés les tigres. Ils ont en quelque sorte marché dans les pas de leurs prédécesseurs. Ils ont appliqué une formule assez similaire d'industrialisation et d'exportation, mais en l'adaptant à leurs propres atouts. Cette carte nous montre un peu la diversité de cette deuxième vague. La Thaïlande et le Vietnam sont devenus des plaques tournantes pour l'assemblage de produits électroniques et de textiles. Pendant ce temps, la Malaisie avec ses semi-conducteurs et l'Indonésie avec ses ressources naturelles ont misé sur leurs matières premières, tout en développant une base industrielle vraiment solide. Allez, on aborde maintenant la troisième partie. Et là, attention, on change radicalement d'échelle. L'entrée en scène de la Chine, puis de l'Inde, a complètement bouleversé l'économie mondiale et a accéléré de façon incroyable tous les phénomènes qu'on vient de décrire. Voilà, c'est ça, le point de bascule. L'intégration de la Chine et de l'Inde, avec plus d'1 milliard d'habitants chacun, ça a eu un effet mécanique massif. En sortant des centaines de millions de leurs citoyens de la pauvreté, l'inégalité globale entre les pays a considérablement diminué. C'est un phénomène démographique et économique d'une ampleur qu'on n'avait tout simplement jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Ce chiffre illustre bien la puissance de la machine chinoise. Pendant des décennies, le pays a réussi à maintenir une croissance annuelle moyenne supérieure à 6%. Pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est un rythme qui est 2 à 3 fois plus rapide que celui des économies développées sur la même période. C'est ce marathon économique qui lui a permis de passer du statut de pays en développement à celui de superpuissance. Concentrons-nous maintenant, pour notre quatrième partie, sur une étude de cas qui est particulièrement parlante pour l'avenir. L'Inde.
L'émergence de sa classe moyenne est sans doute l'une des histoires économiques les plus importantes de notre époque. Ce graphique nous donne une photo de la situation actuelle. Aujourd'hui, près d'un tiers de la population indienne, ça fait plus de 400 millions de personnes, fait partie de la classe moyenne. Ça veut dire quoi? Un pouvoir d'achat qui augmente, un accès à plus de biens de consommation et une aspiration à un meilleur avenir. Et ce groupe a grandi à une vitesse remarquable, 6,3% par an entre 1995 et 2021. Et encore, ce n'est qu'un début. Les projections sont vertigineuses. D'ici 2047, la classe moyenne devrait représenter 60% de la population indienne. On parle de près d'1 milliard de consommateurs. C'est un marché colossal qui va forcément redéfinir les équilibres de l'économie mondiale. Et c'est la conséquence logique de tout ça. Cette nouvelle classe moyenne, ce n'est pas seulement un groupe de consommateurs. Elle représente aussi un immense réservoir de talents, d'ingénieurs, de scientifiques, qui viennent alimenter l'innovation, pas seulement en Inde, mais dans le monde entier. On arrive à notre dernière partie. Après avoir parcouru ces 3 décennies de transformation assez spectaculaires, de l'envol des dragons à l'émergence de la classe moyenne indienne, quel bilan est-ce qu'on peut tirer? Et surtout, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir de la prospérité mondiale? Cette citation, elle vient tout droit du rapport 2024 de l'Organisation mondiale du commerce et elle résume parfaitement le cœur de notre analyse. Les faits, les chiffres, tout le confirment. Le commerce international a été un levier incroyablement puissant pour réduire la pauvreté et pour partager la prospérité à une échelle qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et on va terminer sur cette question, qui est vraiment essentielle pour l'avenir. Ce modèle de croissance par les exportations, qui a si bien fonctionné pendant des décennies, est-il encore durable? Face aux défis immenses que sont les changements climatiques, la montée des tensions géopolitiques ou encore la robotisation qui menace les emplois, est-ce que cette recette du succès peut encore s'appliquer? C'est sans doute le grand débat qui façonnera l'économie des prochaines décennies.